Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Fanny. Salut, Je suis Clémentine. contente de t'avoir aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. Pour ceux qui nous écoutent, Fanny a son bébé à côté, donc si vous entendez des bruits de bébé, c'est normal, c'est parce que son petit bébé n'est pas loin. Elle est en train de Fanny, jouer à côté de moi. très bien. Fanny, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors moi, je suis Fanny, j'ai 39 ans depuis quelques semaines et je suis maman d'une petite Alba qui a 4 mois. Voilà, maman solo. Maman solo. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman? Je dirais que oui. J'ai toujours dit à mon entourage, j'aurai des enfants, quitte à les avoir seuls. C'est vrai que c'est une phrase que j'ai utilisée depuis longtemps, sans penser que ça pouvait devenir réalité. Mais c'est vrai que ouais, je voyais pas ma vie sans enfant. Donc j'ai toujours pensé ça, mais sans savoir comment, si même c'était possible d'en avoir seul. Voilà. Ouais, ben, on va en parler, mais effectivement, on peut avoir un bébé toute seule aujourd'hui. Ça fait pas très longtemps, en tout cas, que c'est possible en France, notamment. C'est Euh, ça. Mm. voilà, tu nous en parleras après. Et comment t'as su que t'étais prête à être maman? Et ben, ça a été très progressif. Voilà, le temps est passé. Je suis devenue de plus en plus âgée. Je voyais des gens avoir des enfants autour de moi, ça me donnait envie. Au départ, c'est vrai que j'avais envie du modèle familial classique, hein, de rencontrer quelqu'un, d'avoir des enfants. J'en avais vraiment envie. Puis j'étais à une période de ma vie où voilà, j'avais plus envie de faire la fête tous les soirs, j'avais un rythme plus tranquille. J'étais prête pour ça, quoi. Et alors bien plus tôt qu'aujourd'hui, hein, mais voilà, j'avais espoir de rencontrer quelqu'un, donc j'attendais. Mais j'ai été prête assez tôt quand même. Et qu'est-ce qui t'a fait te décider à te lancer justement pour être maman solo? Alors ça a été progressif. En fait, au départ, ça a commencé par ma gynécologue qui m'a dit, ça serait bien d'aller congeler vos ovocytes parce que vous commencez à vieillir un peu. Mhm. Donc elle me l'a dit vers 32 ans peut-être. Et puis j'ai 32 ans? attendu. Ah ouais, Bon, c'est tôt quand même. en me disant dans les années à venir. Voilà, Ok, elle m'a pas dit là tout de suite, mais commencez à y penser. Plus vous le faites tôt, plus ça sera efficace aussi. Donc oui. c'est vrai que c'était au moins que je commence en fait à cogiter, à être au courant du sujet. Et puis c'est vrai que quelques années plus tard, je me suis dit bon, allez, il faudrait peut-être le faire. À l'époque, c'était pas autorisé en France, donc l'idée c'était d'aller en Espagne. Mais on commençait à discuter d'une nouvelle loi qui pourrait l'autoriser en France. Donc c'est vrai que j'attendais cette loi en me disant ça va être plus facile, voilà, de le faire chez moi. Et puis c'est vrai que une année, ma gynéco m'a dit si la loi passe pas d'ici l'été, ce serait bien de le faire et d'aller en Espagne. Donc j'ai été en Espagne, j'ai fait une première ponction. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai une amie qui m'a mis en contact avec une amie à elle, en me disant, ben, elle a été congelée ses ovocytes en Espagne, si tu veux discuter avec elle. Et puis on s'est appelé et puis cette fille m'a dit mais tu sais en fait j'ai pas juste congelé mes ovocytes, j'ai un petit bébé de 4 mois d'ailleurs et j'en suis très heureuse et elle m'a raconté tout son parcours et en fait c'est une petite graine qui a commencé à germer à ce moment-là, de me dire ah mais en fait c'est possible, on peut avoir un Mm. bébé toute seule et il y a des possibilités. Alors j'étais pas prête à ce moment-là mais du coup j'ai fait ce parcours de préservation de fertilité. Et en fait, en parallèle, une fois que la loi est passée en France, j'en ai discuté avec la clinique française et ils m'ont dit, mais vous savez, il y a des délais pour ce parcours-là. Vu votre âge, j'avais presque 37 ans à cette époque-là, je commencerai à m'inscrire. Et en fait, vu qu'il y avait un délai, ça m'a permis d'avoir un an et demi devant moi pour être sûre de cette décision-là.
Et du coup, c'est vrai que j'ai eu tout ce temps-là pour mûrir ma décision, voir si je rencontrais quelqu'un ou pas. Et du coup, quand j'ai commencé mes essais, j'étais prête. Enfin, c'était le moment. J'avais le temps d'y réfléchir et j'étais sûre de moi. Ouais, donc entre le moment où tu as entamé les démarches, au moins pour savoir de quoi il s'agissait, et le moment où t'as vraiment sauté le pas, quoi, t'as eu en fait ouais, 1 an et demi Ouais, au d'accompagnement. moins un an et Il y a un ouais, accompagnement au pendant moins. ce temps-là? Alors en France, il y a un accompagnement. Alors, il y a tout un parcours, je dirais plus qu'un accompagnement, parce qu'on est quand même, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut quand même trouver les bons interlocuteurs, traduire les ordonnances qu'on nous envoie, savoir vers qui s'orienter. Et après, on est orienté dans ce parcours, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous psy, c'est un rendez-vous biologiste, il faut aller voir le centre de dons. Donc voilà, on fait vraiment étape par étape, sans trop savoir quelle sera la prochaine. Mais voilà, on est quand même accompagné par le centre de PMA, Ouais. voilà, régulièrement. Mm. C'est, je trouve ça beau dans le sens où je pense que toi, contrairement à d'autres femmes qui sont devenues mères, tu as eu le temps de mûrir ta réflexion. Entre le moment où tu as entamé la démarche et le moment où tu as été enceinte, on va dire, même pas, on parle même pas de l'après, tu as dû te poser les questions, en fait. Et des questions qui, je pense, n'étaient pas faciles parce que, comme tu disais, tu avais en tête un modèle plus classique et qui t'es venu, en fait, faire quelque chose de complètement différent, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr. Heureusement que j'ai eu ce temps-là finalement pour me poser les bonnes questions, pour essayer aussi je me suis mis sur des groupes Facebook de mamans solo pour voir un peu comment ça se passait, pour me renseigner, pour pouvoir en discuter. J'ai aussi d'autres contacts familiaux qui m'ont mis en contact avec des personnes qui avaient eu des bébés solo aussi, et j'ai eu des retours d'expérience. Donc c'est vrai que tout ça quand même m'a permis de mûrir ma décision, ouais. Hmm. Donc ouais, non, ça c'était bien. Je reviens sur le fait que tu avais décidé de congeler tes ovocytes pour plus tard. Au départ, c'était ça la décision, en fait. C'était juste de dire tu préserves ta fertilité, en fait, et puis on verra après. Quand tu étais dans cette démarche-là, l'idée, c'était de te dire peut-être que dans quelques années, j'aurai quelqu'un dans ma vie et que du coup, on aura ce projet-là et j'utiliserai mes ovocytes à ce moment-là. Ouais, complètement. Ça a vraiment été l'optique au départ, c'était de me dire j'ai dû commencer sur la fin de mes 35 ans, voilà, de toute façon, même si je rencontre quelqu'un, ça risque d'être compliqué vis-à-vis de mon âge, donc il faut que je congèle mes ovocytes au plus tôt. Enfin, c'est déjà tard, mais voilà, Ouais. dès que possible, enfin, par rapport à mon âge. Et du coup, de mettre ça de côté. Et même quand j'ai entamé ma PMA pour avoir un enfant, je comptais garder à la base ces ovocytes parce que du coup j'ai fait quand même 4 ponctions de préservation de fertilité parce que mes ponctions donnaient de moins en moins d'ovocytes, et c'est vrai que je comptais les garder pour plus tard en me disant bah si un jour j'en veux un deuxième ou je rencontre quelqu'un, ou j'aurai ces ovocytes de côté. Et c'est vrai que bah ça n'a pas été aussi facile que prévu d'avoir une première grossesse, et du coup j'ai dû les décongeler et les utiliser dans le cadre de mon process PMA. Donc finalement, ça m'a fait gagner du temps en fait sur le process PMA plutôt que de les utiliser plus tard. Donc je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir ça de côté jusqu'à la ménopause pour voilà être sûr que Hmm. si un jour j'en ai besoin, bah, j'avais ça de côté. Ouais, je comprends. Mais comme tu dis, ça t'a permis en fait d'avancer plus vite dans ton parcours de PMA parce que tu avais déjà fait les ponctions et Voilà, c'est ça. Du coup, ça m'a permis j'ai fait en fait une FIV avec des ovocytes frais, ce qu'on appelle. J'ai décongelé tout ce que j'avais déjà congelé en France, et ça m'a permis d'avoir 4 embryons. Et Hmm. donc avec ces 4 embryons, ça m'a permis de faire 4 essais. Premier a donné une grossesse biochimique, donc très courte. La deuxième était négative, le troisième essai était négatif aussi, et du coup il m'en restait plus qu'un, qui était un peu ma dernière chance sur ce parcours qui a duré quasiment 2 ans. Et heureusement, j'ai eu la chance que ça fonctionne, et ça a donné mon petite fille d'aujourd'hui, donc j'en suis très heureuse. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, il reste plus rien de côté, à part 6 ovocytes qui sont toujours en Espagne de ma première ponction. Ils sont un petit peu compliqués à faire rapatrier, donc pour l'instant, ils sont chauds. Au Ouais, froid, au frais. en l'occurrence, au frais. Euh, Qu'est-ce qui Voilà. se passe si au bout des 4 essais, ça prend pas, tu repars pour un parcours de 2 ans? Eh bien, je repars sur non, sur une nouvelle FIV, donc une ponction. Mais moi, c'est vrai que j'avais entre 3 et 4 ovocytes à chaque fois.
Donc pour que ça donne un embryon, c'était compliqué. Ok. Il fallait obtenir un don. Moi, c'était plus un don un peu spécifique parce que j'ai le gène de la mucoviscidose et il fallait qu'en face le don passe ce gène-là. Donc un peu plus compliqué à obtenir. Donc c'est vrai qu'à chaque FIV, il aurait fallu obtenir un nouveau don. Voilà, ça veut dire que j'étais repartie pour un délai beaucoup plus long. Donc Ouais. là, ça aurait été difficile psychologiquement. Ouais. Cette fille fonctionne, tu es enceinte. Comment t'as vécu cette grossesse? Alors le début est un peu spécifique parce que c'est vrai que le risque de fausse couche est élevé sur les 3 premiers mois et que du coup j'ai tellement galéré en fait à obtenir cette grossesse que j'ai du mal à y croire et chaque prise de sang sur les premiers jours, j'attends de savoir la suivante, surtout que j'avais fait une grossesse biochimique déjà, donc j'étais très prudente. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on voit que ça tient. Voilà. J'ai aussi eu une difficulté au 2e mois, c'est que j'ai perdu du sang et j'ai fait une hémorragie. Donc j'ai cru à une fausse couche. Donc ça a été très dur de me dire, allez, je suis repartie pour une nouvelle PMA. J'ai fait tout ça pour rien. Enfin, en plus déjà de perdre le bébé. Et en réalité, elle était bien accrochée. Le cœur battait, donc ça a été une super nouvelle. Et finalement, ça a tenu jusqu'au bout. Donc elle voulait être là. Mais c'est vrai qu'après, j'ai enchaîné aussi sur les nausées du premier trimestre. Donc, c'est vrai que le premier trimestre, ça a été un peu difficile. Après, une fois que tout ça a été passé, que la première écho s'est bien passée, j'ai été beaucoup plus sereine. Et puis, je sentais qu'elle était bien accrochée, je sentais les mouvements. Ouais, j'ai été assez vite rassurée après coup. Et du coup, la fin de la grossesse s'est très bien passée et correspondait plutôt à une grossesse classique. Voilà, c'est juste que j'ai pas une personne à côté de moi pour me porter mes courses, pour prendre soin de moi, pour faire le ménage sur la fin de la grossesse, pour tout ça. Donc ça demande un peu d'organisation, mais sinon après ça reste assez classique. Qu'est-ce que tu as mis en place sur la fin de ta grossesse, ou même les premières semaines, hein, avec ton bébé, pour avoir de l'aide justement, et que tu pourrais conseiller, tu vois, à une femme qui est dans la même démarche que toi pour vivre ses derniers mois de grossesse et ses premières semaines avec son bébé le plus sereinement possible? Alors ça, justement, c'était vachement important pour moi de m'organiser sur la fin de la grossesse et les 3 premiers mois parce que je savais que c'était les plus compliqués. On sait pas comment ça va se passer, donc je sais pas si je vais avoir une césarienne, comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir me lever, à quel point j'aurai besoin d'aide, est-ce que je vais avoir un bébé qui va dormir dès que je vais le poser ou qui va hurler et je vais pas pouvoir dormir une seule heure de la nuit. C'est vrai que on sait pas en fait en amont et il faut prévoir un peu tout ça. Donc sur la fin de la grossesse, j'avais organisé, ma sage-femme m'a parlé d'un organisme qui permettait, grâce à la CAF, d'avoir une personne qui vient et qui m'aide. Donc c'est une AVS qui peut aider pour le ménage et qui peut faire des repas pour le quotidien. Donc j'avais une personne qui venait 2 heures tous les jeudis. Et puis j'ai aussi bénéficié d'une TISF qui permet en fait d'avoir une aide avec bébé, donc qui peut prendre bébé dans les bras pendant que moi je peux faire une sieste, qui peut aller faire quelques courses, m'aider à faire à manger. Et c'est vrai que du coup cette personne-là venait 4 heures le lundi. Je trouvais ça génial en fait d'avoir 2 fois par semaine une aide pour le quotidien et c'est très important. Et quelque chose aussi, j'ai la chance d'avoir un soutien familial très important. Et mes parents ont loué un studio à côté de chez moi et sont venus les 5 premières semaines après l'accouchement pour m'aider en fait. Et ça, c'est vrai que ouais, ça m'a permis d'avoir un relais, de pouvoir me reposer après l'accouchement et c'est vrai que c'était vraiment important pour moi, sachant qu'en plus, alors j'avais un bébé qui dormait un tout petit peu la nuit quand je la posais, mais c'est vrai que je dormais 2 à 3 heures par nuit, donc j'avais besoin quand même d'un soutien la journée, et puis qu'il puisse faire des courses, enfin gérer la logistique, les repas. Non, ça a été vraiment un soutien important pour moi. Donc c'est vrai que c'est important d'être organisé quand même là-dessus, de prévoir quelque chose. Et dernière chose aussi, j'avais peur pour l'accouchement de me retrouver seule en difficulté pour par exemple aller à la maternité pendant l'accouchement. J'avais besoin d'avoir un soutien, donc c'est là que j'ai pensé à faire appel à une doula. Ça m'a beaucoup rassurée de savoir que voilà, j'avais quelqu'un qui appelait jour ou nuit en astreinte qui puisse m'aider. Surtout que mes parents étaient à 2 heures de route, sont à 2 heures de route de chez moi, donc c'est vrai que ils ne pas pu débarquer comme ça. J'avais aussi quelques amis qui étaient un peu sur le qui-vive, qui avaient les clés de chez moi au cas où.
Mais voilà, c'est bien de prévoir plusieurs choses en fait pour se rassurer et pour faire face à des difficultés potentielles. Ouais, en fait, t'as vraiment créé un village autour de toi. C'est C'est génial, ça, ouais. mais Mm, n'importe quelle future mère devrait avoir un village en couple ou pas en couple, exactement. Ouais, ouais, d'avoir un une couple, présence, de ouais. l'aide. Et puis tu vois, ce que je trouve chouette, c'est que donc tu as eu les aides à domicile et puis tes parents qui étaient très proches. Et tu vois, quand tu t'expliques ce qu'ils ont fait, c'est génial parce que tu dis vraiment qu'ils se sont occupés de toi, de faire les courses, de te soutenir, de prendre le relais, etc. Et donc on comprend qu'ils ont été là vraiment pour toi, pour que tu puisses toi t'occuper de ton bébé. Je crois que c'est vraiment ça le rôle de l'entourage dans les premières semaines, c'est de prendre soin de la maman qui a juste besoin de se reposer et de pouvoir ne s'inquiéter que de son bébé. Je trouve ça beau que tu aies justement reconstruit toi-même ce village autour de toi. Bah, c'est ça, ils ont vraiment fait les deux en fait. Ils ont pris Mm. soin de moi et de ma fille aussi. Enfin, ça a été un mix des deux. Et c'est vrai qu'on en rigolait, on disait qu'on gérait les quarts d'un bateau. C'est-à-dire que moi je gérais le quart de nuit, mon père arrivait à 7h30, il gérait le quart du matin, ma mère arrivait derrière et elle gérait le quart d'après-midi. Enfin, voilà, on s'organisait comme ça et ça s'est très bien passé. Ouais. Une belle équipe. Comment t'avais imaginé les premières semaines, voire même les premiers mois avec ton bébé, et comment ça se passe en réalité? Alors, je savais pas comment les imaginer parce que j'entendais tellement de personnes qui avaient un retour d'expérience différent, justement entre des bébés qui dormaient bien, ceux qui dormaient pas une seule heure. Et moi, je me disais un peu, ben, ça va dépendre de mon bébé, en fait. Et du coup, j'avais hâte de savoir comment ça allait se passer, enfin, comment mon bébé allait être. Et c'est vrai que c'est les premiers jours, en tout cas, sont vachement importants là-dessus. Alors moi, j'ai eu la chance qu'elle accepte de dormir un petit peu dans son lit. Je dirais que je devais dormir quelques heures, en tout cas, la nuit. Mon frère vient d'avoir un bébé, c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tous les bébés. Et c'est vrai que à l'inverse, il y a des choses qui sont passées beaucoup plus facilement avec elle qu'avec d'autres. Enfin, c'est vraiment il y a un mix on découvre au fur et à mesure et on s'adapte. Et moi, c'est vrai que j'ai eu plutôt de la chance, à part sur le fait que elle avait beaucoup besoin des bras. Donc c'est vrai que je pensais pouvoir la poser plus facilement. Ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup fait, j'ai mangé avec elle dans les bras, j'ai tout fait avec elle dans les bras. J'ai quasiment une tendinite à la main d'ailleurs à force de la porter avec un seul bras pour essayer de faire mon quotidien de l'autre. Là, elle a 4 mois donc ça a bien changé. Maintenant, elle fait les siestes. Je peux la poser, c'est beaucoup plus facile et c'est vrai que mon quotidien est devenu beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est vrai qu'on sait pas à quoi s'attendre et finalement on peut pas trop anticiper ça. Ça dépend vraiment Non. du bébé. Ouais, ça demande beaucoup de s'adapter, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis d'un mois sur l'autre, ça change. Hein, Ouais. donc c'est vrai qu'il faut jamais se dire ça va être comme ça pendant des mois. Non, chaque mois, il y a une évolution et ça change et souvent vers le plus facile quand même. Donc Ouais. Là, c'est tu trouves plutôt que bien. c'est plus facile maintenant qu'au tout début? Ah, complètement. Là, je peux la poser sur un tapis, je peux la poser dans le transat. Quand elle joue, elle gazouille. Bah là, par exemple, on peut faire cette discussion alors que il y On a l'entend. les deux premiers mois, elle a hurlé en continu quasiment. Donc c'est vrai que c'était impossible, quoi. Je pouvais pas même aller voir une amie ou faire venir quelqu'un. C'était vraiment compliqué. Maintenant, on reprend une vie, on va au resto, Hmm. on prévoit des choses et puis on s'éclate toutes les deux, on joue. Non, les choses sont beaucoup plus sereines et on a passé le cap des 3 mois, comme on dit. Ouais, c'est vrai que c'est un cap important. Qu'est-ce qui t'a Voilà. aidé justement dans ces moments difficiles où elle pleurait beaucoup, où tu pouvais pas la poser? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir en fait? Parce que on le sait, même quand c'est nos enfants ou peu importe, les pleurs, ça peut être vraiment usant. Et parfois, on se sent vraiment très démuni en tant que maman devant notre bébé qui pleure. Il a la couche propre, il a mangé, on est là et pourtant il pleure. Et je pense qu'on est beaucoup, on est nombreuses à se demander quoi faire dans ces cas-là. Toi, c'était quoi ta technique pour traverser ces moments-là? Alors, j'avoue que j'ai eu des moments difficiles. Hein. Ça m'est arrivé, notamment par exemple, je pense aux premières 24 heures que j'ai passées sans mes parents, donc où il fallait trouver nos marques toutes les deux et on n'était pas encore organisés pour. Elle a profité de ce moment-là pour faire son pic de croissance des 6 semaines, enfin, en tout cas à peu près dans les 6 semaines. Et en fait, elle a hurlé pendant 24 heures. J'ai dormi 3 heures. Il y a rien qui se passait bien. Elle a hurlé dans la poussette.
En plus, j'ai eu peur de lui avoir fait mal au bras parce que s'accrochait à la capote de la poussette et j'ai un peu tiré pour la prendre. Et donc, je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille aux urgences? Enfin, bref, c'était un peu la catastrophe. Je me suis mis à pleurer en me disant, mais en fait, j'y arriverai jamais. Voilà, comment je vais m'en sortir? Et c'est vrai que dans ces moments-là, ou même la nuit, quand c'est difficile, on est fatigué, je me dis, mais en fait, si elle était pas là, mais ma vie, elle serait tellement vide de sens et en fait, j'ai tellement de chance que ma PMA ait fonctionné et que qu'elle soit dans mes bras et je l'aime tellement et en fait, ça fait tellement relativiser tout le reste. Enfin, ouais, vraiment, je repensais à tout ce parcours ces 2 dernières années, le fait que ça aurait pu ne pas marcher, que j'aurais pu la perdre, voilà, avec cette hémorragie. Donc vraiment, ouais, voilà, se dire, je vais relativiser et de toute façon, dans quelques mois, ça ira mieux et j'ai de Et la tout chance de passe. l'avoir. Et tout Ouais. passe, ouais. Mon entourage me dit d'ailleurs, t'as l'air tellement heureuse depuis qu'elle est là. Ah, c'est beau. Je trouve ça fort. Tu disais au début que tu avais toujours dit que que t'aurais un bébé, même toute seule s'il le fallait. Je trouve que c'est un vrai Ouais, désir que tu avais, qui est pas forcément toujours conscient quand on est plus jeune, mais ouais, je oui, voyais vraiment pas ma vie sans enfant. C'est vraiment, c'est ce qui m'avait aidé à prendre ma décision, hein, c'est de me dire, Mm, en fait, non, ça donne du sens en fait. Ça faisait partie de moi. J'avais envie d'être maman, mm. de ressentir ça, de vivre ça. Et pour rien te cacher, ça me rend tellement heureuse que j'ai commencé à me réinscrire pour un deuxième parcours PMA. Oh, waouh, Donc, félicitations! donc potentiellement un jour dans la vie, un deuxième. Bon, sachant qu'il y a des délais importants, donc voilà, ça sera pas avant quelques années. Mais ouais, T'as lancé la démarche en tout cas. voilà, j'ai lancé la démarche et je sais que c'est la bonne décision et que c'est ça qui me rend heureuse, quoi. Donc C'est beau. mm. Mais du coup, Qu'est-ce voilà, que le fait d'en avoir une première m'a un peu confortée dans cette idée que en fait ça pouvait fonctionner et que ça me rendait heureuse, quoi. Mm. Je pense que c'est un beau message à partager. Je suis contente que tu nous le partages. Mhm. Quel conseil tu donnerais à une femme qui est dans ta situation, qui a envie d'être maman, mais peut-être qui a peur aussi, parce que c'est pas anodin de se lancer dans ce parcours toute seule? Déjà, je pense qu'au début de la réflexion, il faut vite s'inscrire pour le parcours PMA. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui au moins 2 ans d'attente Mm. et en fait, ça laisse 2 ans pour se poser les bonnes questions, être sûr de soi, avancer dans le parcours. Et en fait, une fois qu'on est prêt finalement et qu'on a pris cette décision-là, bah, c'est le moment de commencer les essais. Donc finalement, le timing est bon. Alors que si on attend trop d'années et qu'après on se dit ah bah c'est bon, je suis prête, j'ai envie de commencer, et sauf que bah là il y a 2, 3 ans d'attente et que Mm. bah on va perdre un peu du temps, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est vrai que tant qu'on nous a rien mis voilà, on nous a rien transféré, je veux dire la décision est encore, vous pouvez changer, enfin changer d'avis, donc il y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Et ensuite, une fois qu'on est sûr de soi, qu'on se lance, il faut être bien organisé, il faut bien anticiper les choses aussi. C'est vrai que bon, on discute avec Alba là. Il faut bien anticiper les choses et prévoir un maximum pendant qu'on est enceinte ou en amont. Par exemple, voilà, moi j'avais déménagé 2 ans avant pour avoir une chambre en plus. J'avais fait un maximum de choses pendant la grossesse, acheter tout ce qu'il fallait, congeler des repas pour l'après, une fois qu'elle serait là. Voilà, plein de choses, bien s'entourer. Voilà, l'organisation, c'est vrai que c'est important pour pouvoir profiter après des choses et pas être trop sous l'eau, quoi. Merci pour ce conseil. À chaque âge de son bébé, on grandit nous aussi en tant que maman, parce qu'on apprend à être maman en même temps que nos enfants grandissent. En ce moment, donc Alba, elle a 4 mois. Quel est le défi auquel tu fais face en tant que maman? Alors ça, c'est un peu frustrant parce que une fois qu'on est un peu à l'aise avec un âge, qu'on s'est un peu adapté et tout ça, bah ça passe à l'âge suivant. Et en fait, j'ai toujours un temps de retard, hein, j'ai l'impression. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est la diversification alimentaire. Ouais. Alors au début, je me disais bon, on va faire des purées, bon bah très bien, lui faire goûter. Sauf que déjà, c'est beaucoup d'intendance. Il faut faire des purées tous les jours à une heure qui soit à peu près autour de midi, après une tétée, faire des petites quantités alors qu'elle va juste en manger 3 cuillères. Et surtout, j'avais pas anticipé qu'elle allait autant en mettre partout. Donc c'est vrai que au départ, j'ai fait la première purée avec un tout petit bavoir et puis elle m'a repeint le transat, sa tenue et les 1 mètre carré autour d'elle. Donc voilà, bon pour l'instant c'est mon défi du moment. Voilà, c'est vrai qu'il faut s'adapter en permanence et c'est compliqué d'avoir un temps d'avance, Mm. d'anticiper Ouais. parce qu'on est un peu pris sur le quotidien et que voilà.
Pour terminer notre échange, Fanny, j'ai une question pour toi. Quelle est la dernière fois que tu as été fière de toi et pourquoi? Alors la dernière fois que j'ai été fière de moi, je dirais que c'est plutôt dans les situations de crise. Le fait que, par exemple, là, on est tombé en panne de voiture, alors pas de chance, il y a plus de batterie, donc avec un bébé, il faisait 35 degrés, super pratique, et donc il a fallu gérer. En plus, j'avais baissé la fenêtre, je pouvais plus la remonter, bon bref. Donc il a fallu gérer ça, trouver quelqu'un de mon entourage qui a pu me remettre en route la batterie. Puis bon, malheureusement, dès que j'ai rééteint la voiture, elle a pas redémarré, donc il a fallu appeler l'assurance, l'amener au garage, tout ça avec Alba à côté, qui commençait à s'impatienter. Donc c'est vrai qu'il faut gérer tout ça, et c'est vrai que sur le coup c'est stressant, mais après coup on se dit bon bah en fait j'ai réussi, la voiture est réparée, Alba a l'air de pas aller trop mal. Enfin voilà, finalement j'étais plutôt assez fière de moi. Et de manière plus globale, je suis quand même assez fière du parcours c'est vrai que c'est pas forcément facile. Il y a vraiment des moments un petit peu plus difficiles. Et je suis contente d'avoir été au bout et que ça ait fonctionné pour moi. Et que, voilà, c'est une fierté aussi. Comme tu dis, je trouve, quand on devient mère, je pense qu'on peut être fier de chaque journée qui passe, hein, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure que t'as eu une tendinite dans le bras à force de porter Alba. Je pense qu'on développe un super pouvoir de tout faire d'une seule main et de gérer les crises, etc. Et ça devrait vraiment être le congé maternité, ça devrait être écrit en gros et en gras sur nos CV, quoi. Ça, je suis bien d'accord. Bah là, par exemple, on discute et en même temps, elle est en train de faire une petite crise de larmes. Donc, Exactement. Vous voyez pas, mais je voilà, la berce en Fanny est en même train de la temps. bercer en même temps que voilà. C'est ça, de lui donner des jouets. Voilà. Merci Mm. beaucoup, Fanny, pour ce partage. Avec Ouais, plaisir. Je trouve ça aussi important de ce partage d'expérience un peu, et moi j'en ai bénéficié. C'est vrai que je suis toujours prête à voilà à aider des gens de mon entourage, des amis d'amis qui se posent des questions. Là par exemple, j'ai eu une call il y a pas très longtemps avec une amie d'amis, et voilà, ça fait plaisir de pouvoir rendre l'appareil aussi de mon côté. Mm. bah, je pense que ça aidera avec tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.